Bonjour, septième numéro de notre discussion sur l'administration coloniale au Sénégal. Voilà, donc j'étais en train de citer les points concernant ce que l'administration coloniale pourrait craindre. On a déjà cité un point, on l'a cité en vrague et puis on s'est empressé de le finir. Ensuite, on est passé au deuxième point dans lequel on a regroupé la société civile et la communauté internationale. Bien évidemment, on ne pourra pas être exhaustif là-dessus. Vous allez voir, il y a énormément de choses à présenter. Je vous ai dit qu'on ira jusqu'à 20, voire même plus, numéros, rien que pour vous présenter l'administration coloniale du Sénégal. Voilà, donc le numéro 6, dans le numéro 6, on était en train de discuter sur les dangers qu'il y a lorsqu'une administration coloniale, lorsque notre administration coloniale s'enfuit ou bien va jusqu'à s'en remettre à des structures telles que la communauté internationale, telles que la société civile. Voilà, donc ceux-là, je peux les citer parce qu'ils sont ici dans notre pays. Voilà, donc le danger qu'il y a, c'est que notre administration doit impérativement se conformer à la structure qui respecte notre État. Donc la structure hiérarchique. Parce que le chef de l'État, c'est le sommet. Voilà, il est le chef de l'État, comme on le dit. Il est le gardien de la Constitution. Il est le chef suprême des armées. Il est le pourvoyeur d'emplois. Il nomme aux emplois civils et militaires, comme on le dit. Donc, c'est celui qui est au-dessus. Il est le gardien de la Constitution. Personne n'est au-dessus de lui, à part le peuple. Voilà, donc normalement, notre administration doit normalement se plier à cette hiérarchie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a une administration qui passe tout son temps à faire le bras de fer avec ses dirigeants politiques. On a une administration qui est très douée pour tordre le bras à nos dirigeants politiques. Et ça sape même l'esprit de notre nation. Et c'est la raison pour laquelle il faut intervenir à ce niveau-là. Moi, je fais des discussions pour permettre aux gens d'y voir plus clair et surtout de leur permettre de mieux savoir comment intervenir chaque fois qu'ils ont à prendre la parole ou bien à critiquer ou bien à faire des commentaires concernant l'actualité. Voilà, donc je disais concernant, ils craignent la société civile, ils craignent la communauté internationale et ces deux-là travaillent ensemble. Parce qu'il faut savoir que la communauté internationale, l'élément central de la communauté internationale, ce sont les Nations Unies. Et les Nations Unies, on vous dira que ça a été créé par le président, enfin, par les États-Unis, le président John Wilson ou je ne sais pas comment encore, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la vérité, c'est qu'on va essayer de cacher cela. Mais la vérité, ce sont les communistes, ce sont les fascistes, ce sont les socialistes qui sont dans la communauté internationale. Surtout les communistes. Surtout les communistes. Voilà. Et les communistes et les fascistes. Surtout les communistes et les fascistes. Voilà. Donc, qui parle de fascistes parle des Italiens. Hein? Voilà. Qui parle des communistes parle des pays encore qui gravitent autour des pays fascistes. Du pays, c'est-à-dire de l'Italie, c'est-à-dire la Russie, les pays communistes de l'Amérique latine, les pays communistes de l'Asie, c'est ça les pays communistes. Maintenant, il y a les pays socialistes, pour la plupart africains, français ou bien dans l'empire colonial français. Voilà, donc ce sont eux qui sont dans les Nations Unies. Ce sont eux surtout qui sont dans les Nations Unies. Bien évidemment, le principe des Nations Unies, c'est de regrouper tous les États du monde. Voilà. Mais il y a des États qui, jusqu'ici, se retrouvent en marge. Ils ne sont pas très impliqués dans les Nations Unies. Mais les Nations Unies, donc, c'est rien d'étonnant quand on les voit emprunter une démarche communiste, une démarche fasciste. Voilà, donc les fascistes, l'Italie, comme je vous l'ai dit dans la discussion avec la langue Wolof, je vous ai dit que l'Italie contrôle beaucoup de territoires à travers le monde, beaucoup de colonies à travers le monde, mais elle ne se montre pas directement. Elle envoie ses colonies européennes telles que la France, telles que l'Espagne, telles que le Portugal pour aller faire le travail à sa place.
Voilà. Donc, dans le cadre de la communauté internationale, c'est la même chose qu'ils font, mais au lieu de se présenter eux-mêmes, ils vont envoyer la société civile et c'est la société civile qui va faire le travail à leur place, ce qui va leur permettre de garder une certaine distance et de ne jamais s'impliquer directement. Voilà, donc ça c'est très important que nous puissions le comprendre ainsi. Je vais vous donner un exemple dans lequel la communauté internationale a eu à intervenir dans ce pays. Vous savez, je vous ai dit que notre administration a un faible. Même les plus hauts gradés de l'administration ont un faible face à ces organes internationaux tels que la communauté internationale et la société civile. Abdou Diouf, par exemple, il est un administrateur colonial de notre pays, mais il avait un faible pour les Nations Unies. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup de CREI, ça a été dissolu, je crois. Voilà, définitivement, je crois. Mais il faut savoir que c'est Abdou Diouf qui a mis sur pied la CREI. Mais comment a-t-il pu mettre la CREI? Ce ne sera pas seulement avec l'administration locale de notre pays. Il va non seulement s'appuyer sur l'administration locale, mais il va également s'appuyer sur la communauté internationale. N'oubliez pas que Abdou Diouf, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans la communauté internationale. Et c'est une faiblesse, hein, c'est une faiblesse. Il faut savoir qu'Abdou Diouf n'a pas été un bon président, mais il s'est impliqué dans la communauté internationale et il a contribué à la mise sur pied de beaucoup de structures dans la communauté internationale, telles que la CPI. Je crois même, si je ne me trompe, Abdou Diouf est le premier président au monde à avoir signé, ratifié la Charte des Nations Unies pour la mise sur pied de la CPI. Et c'est en puisant dans ses prérogatives de statut international et en tant qu'administrateur dans notre pays, faisant partie de l'administration coloniale, donc il va puiser dans ces deux ressources-là pour mettre sur pied une institution ou soi-disant institution aussi illégitime et aussi illégale que la CREI. Donc vous voyez la manipulation qu'il y a derrière. C'est pourquoi chaque fois qu'on parle de CREI, il y a quelque part toujours une échappatoire pour évoquer les Nations Unies. Parce que Abdou Diouf, en mettant sur pied la CREI, il s'est adossé sur ses relations internationales avec la communauté internationale, mais également son statut d'administrateur faisant partie de l'administration coloniale du Sénégal. Donc il va s'appuyer sur ces deux leviers-là pour mettre sur pied la CREI. Donc vous pouvez considérer que la CREI a un père et une mère. Son père, peut-être c'est les Nations Unies. Sa mère, c'est l'administration coloniale francophone ou du Sénégal. Voilà. Donc voilà pourquoi vous allez voir que voilà, la CREI qui est anticonstitutionnelle, ça tout le monde le sait, qui ne respecte aucune charte légale, que ce soit locale ou dans notre pays ou ailleurs. Voilà, donc c'est pour vous montrer encore une fois la faiblesse de notre administration face aux instances internationales. La CPI, vous savez très bien, n'est utilisée que contre les Africains et les pays faibles. C'est de cette même manière-là que la CREI fonctionne également. Même si la CPI est censée être une institution légale et légitime, respectant les chartes, normalement les chartes des Nations Unies. Donc, mais la CREI, c'est anticonstitutionnel parce que la Charte des Nations Unies, ce que cela prescrit, la CREI ne respecte pas cela. Même notre constitution ici au Sénégal et nos codes, c'est-à-dire les codes qui sont ici, que ce soit le code pénal ou bien le code électoral ou autre, tout ça, la CREI ne respecte pas cela. Donc c'est une institution anticonstitutionnelle qui va dans le sens contraire des chartes, aussi bien dans la nation que dans l'international. Mais si des structures comme ça ont pu voir le jour, c'est encore une fois à cause de la faiblesse de notre administration face à ces instances internationales. On aurait pu dire davantage encore sur la société civile et la communauté internationale, le pouvoir qu'ils ont sur notre administration coloniale. On aurait pu en dire davantage. Hein? Mais voilà, je crois que j'aurais donné l'essentiel pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui se passe réellement entre notre administration coloniale et la communauté internationale et la société civile également. Ce qu'ils font dans l'éducation, la société civile, ce qu'ils font dans l'éducation, ce qu'ils font dans le commerce avec, je ne sais pas comment il s'appelle, Mohamed Ndao Ascosen. Voilà, ce qu'ils font dans d'autres domaines, la téléphonie, etc. Tout ça, vraiment, c'est ce que le chanteur disait. Ils allument le feu
ils attisent et après ils viennent jouer aux pompiers. Voilà, donc je voudrais clore le deuxième point sur lequel on pourrait dire que l'administration coloniale craint cela, donc la communauté internationale et la société civile. Dans les prochains numéros, je viendrai avec d'autres. Nous avons promis d'en citer 5, nous en avons déjà cité 2, il nous en reste 3. Nous reviendrons dans les prochains numéros pour vous en citer les 3 autres qui restent. Merci.